Bien. Alors, Marion Sigaud m'offre une transition extraordinaire parce que j'avais pas prévu de parler de ça au début, mais l'argument, je crois que c'est le moment de le dire, puisqu'elle a donné une illustration de la justice royale, l'argument sans doute le plus fort en faveur de la monarchie, aux yeux de Maurras en tout cas, c'est cette indépendance que l'hérédité procure au monarque, qui ne doit finalement son pouvoir à personne, qui le tient de sa naissance, et qui peut donc, quand il exerce son pouvoir, s'en prendre à toutes les féodalités. Et l'histoire de l'Ancien Régime, quand elle est bien comprise, c'est une lutte en réalité du pouvoir royal contre les féodalités de tous ordres d'ailleurs. Pas seulement les officiers donc, qui possédaient leurs charges, mais la noblesse en général, les grands, etc. Marion Sigaud parlait de la Fronde comme un petit peu le contexte de l'histoire qu'elle nous a racontée. La Fronde, c'est la lutte, c'est le dernier soubresaut de la lutte des grands féodaux, des grands seigneurs contre la monarchie. Et d'ailleurs, la Révolution française elle-même est conduite en partie par des nobles. Un des axes de la Révolution française, c'est la réaction nobiliaire, c'est-à-dire cette idée de finalement s'attaquer au pouvoir arbitral du roi et rétablir, comme le souhaitait déjà d'ailleurs bien avant la Révolution quelqu'un comme Montesquieu, rétablir une monarchie dans laquelle le pouvoir serait en fait à la noblesse et dont le roi finalement ne serait qu'un symbole, ce qui n'est évidemment pas la tradition ni des Bourbons pour la fin de la monarchie, ni même des Capétiens sur la longue durée. Voilà, donc je me sers un petit peu de cette transition historique pour en venir à mon sujet à moi, qui est le néo-royalisme de l'Action française, parce que je vais un petit peu vous expliquer qui nous sommes, puisque aujourd'hui nous débattons, nous présentons ensemble Égalité, Réconciliation et l'Action française. Alors c'est un royalisme qui, donc celui de l'Action française, qu'on peut qualifier de néo-royalisme, c'est un royalisme qui, s'il veut ressourcer la France dans ses origines les plus profondes, la monarchie c'est un moyen aussi de nous rattacher à notre longue histoire, la France n'a pas commencé en 1789, donc s'il veut, ce royalisme, ressourcer la France dans ses racines les plus lointaines, ce n'est pas pour autant un mouvement réactionnaire. J'avais cette discussion avec Alain Soral à Paris lors d'une réunion publique que nous organisions, et effectivement, réactionnaire au sens marxiste du terme, c'est-à-dire vouloir revenir à des formes d'organisation sociale antérieures, ça n'a jamais été le programme de l'Action française. L'Action française n'a jamais été un parti d'aristocrates, par exemple, absolument pas. Ce serait plutôt un parti des politiques, c'est-à-dire c'est le parti du roi, c'est pas du tout le parti de la noblesse. Donc il ne s'agit pas de restaurer un état de la société antérieur à 1789, pas du tout. Et je prendrai comme référence une citation de Philippe VII, comte de Paris, premier prétendant légitime de la branche d'Orléans, parce qu'avant lui, il y a le règne de Louis-Philippe, mais qui est une usurpation, puisque la branche aînée française est là. Et Philippe VII, c'est celui qui devient le prétendant à la mort du comte de Chambord, et qui disait que son programme, c'était une monarchie traditionnelle par son principe, mais moderne par ses institutions. Alors, comment je vais aborder cette question du monarchisme de l'Action française? Je vais d'abord m'intéresser aux particularités de ce royalisme, celui de Maurras donc, et de la F. J'aborderai ensuite les points forts, ce qui me semble être les points forts de cette doctrine, et je terminerai par l'intérêt que cette doctrine conserve aujourd'hui. Alors, quelles sont les particularités du royalisme de Maurras, et plus généralement de l'Action française? La première particularité, que Alain Soral soulignait d'ailleurs dans une de ses vidéos au moment de la réédition par contre-culture de Si le coup de force est possible, c'est que l'Action française est un mouvement qui a été fondé à la fin du XIXe siècle, et précisément en 1899, par deux hommes de gauche et deux républicains, ce que généralement on ne sait pas. C'est pas Charles Maurras qui a fondé l'Action française, c'est Henri Vaugeois et Maurice Pujolt. Henri Vaugeois était plutôt un socialiste au départ, et Maurice Pujolt se rattachait plutôt à l'anarchisme. Donc, on est quand même très très loin des milieux, disons, de la contre-révolution traditionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce mouvement
Ils étaient d'ailleurs aussi, c'est intéressant, ils étaient Dreyfusards au départ, puisqu'ils appartenaient à la Ligue pour l'action morale, qui était un mouvement qui avait plutôt pris parti dans la querelle du côté de Dreyfusard. Et puis, comme ils étaient patriotes, c'est des patriotes de gauche finalement, eh bien, ils se sont rendus compte dans ce contexte de l'affaire Dreyfus, qui est aussi le contexte de la défaite de 1870, la perte de l'Alsace et de la Lorraine, que cette affaire Dreyfus, en fait, faisait l'affaire des ennemis de l'armée, des ennemis de l'État, et que c'était, indépendamment de la question de la culpabilité ou de l'innocence de la personne, du capitaine Dreyfus, c'était en réalité une opération anti-patriotique. Et donc, par réflexion, ils ont créé un comité d'action française qui a évolué de leur position de départ vers le nationalisme. Et c'est seulement par la suite, quand Charles Maurras les rejoindra, et puis également après Léon Daudet et Jacques Bainville, que le mouvement deviendra royaliste. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça n'est pas pour des raisons d'intérêt, d'alliance, c'est la démonstration que Maurras va conduire, notamment dans son enquête sur la monarchie en 1900. C'est à la suite de ce débat, de cette réflexion, de cette démonstration, que les responsables de l'Action française, les cadres de l'Action française, vont conclure à la monarchie. Donc l'Action française vient de la gauche et elle vient d'un patriotisme qui au départ est républicain et qui ne deviendra monarchiste que par la suite. Deuxième point, deuxième caractéristique intéressante, l'Action française, idéologiquement, prend ses racines dans le positivisme, plus encore que dans la contre-révolution. Maurras ne rattache pas d'abord sa pensée à la tradition contre-révolutionnaire classique. Les noms que vous connaissez peut-être sont ceux de Joseph de Maistre, de Louis de Bonald, par exemple, ou bien, si on prend un étranger, Edmund Burke. Donc Maistre, c'est la contre-révolution qui a plutôt un visage providentialiste. Et puis si on regarde Burke, c'est une critique des excès de la Révolution française. Burke, c'est une sorte de libéral conservateur. Bon, Maurras ne se rattache à aucune de ces familles, ni la contre-révolution catholique, providentialiste à la Joseph de Maistre, ni au libéralisme conservateur que représente par exemple Edmund Burke. Il se rattache plutôt à un mouvement qui, après la guerre de 70, justement, va remettre en cause la Révolution, mais par rapport à ses effets, c'est-à-dire à l'abaissement de la France que les décennies qui ont suivi la Révolution ont produit. Alors voilà, il en parle lui-même dans un texte de 1928, voilà comment il décrit ses origines doctrinales, finalement, la généalogie de sa pensée. Il y a une doctrine, je le cite donc, il y a une doctrine nationale, sociale, politique, élaborée entre 1850 et 1900 par les plus fortes têtes du siècle écoulé, et qui, ruinant l'essentiel de l'esprit romantique et de l'esprit révolutionnaire, sauvait de la critique anarchique et ouvrait à l'esprit des directions presque convergentes. Il ne sert de rien de dire que c'était des voies royalistes ou catholiques. Là, il va citer des noms de ses maîtres. Renan et Taine inclinaient plutôt à la confession protestante, si Comte et Leplay tendaient à se rapprocher du catholicisme. Comte, Taine, Fustel concluaient à une république aristocratique ou bourgeoise ou sociocratique, si Renan et Leplay inclinaient à la monarchie. Pas une de ces doctrines qui ne fût en un sens laïque, même celle de Leplay. Pas une de ces doctrines qui ne pût entrer le plus naturellement du monde dans une doctrine d'État, large, modérée, respectueuse des idées respectables, même assez tolérante des autres, pour ne pas s'éloigner de la ligne du moindre mal. Ces doctrines diverses représentaient la leçon spontanée que de très grands esprits, infiniment supérieurs aux maîtres de la Révolution, avaient tiré soit de nos épreuves intérieures, soit de notre défaite d'il y a 50 ans. Elles étaient le fruit direct de la libre réflexion d'un peuple désireux de vivre ou de revivre. On voit ici le fameux empirisme organisateur, c'est ainsi que Maurras désigne sa doctrine, c'est-à-dire ce sont les faits historiques qui le font conclure à la monarchie, c'est-à-dire le fait d'observer quel régime a fait la France et quel régime au pluriel d'ailleurs, l'ont défait.
l'ont défaite. Alors, dernier point concernant ces particularités, la méthode et la doctrine. Alors la méthode, je l'ai un petit peu évoquée, l'empirisme organisateur, hein, qui est tout simplement, Maurras l'a défini ainsi, la mise à profit des bonheurs du passé en vue de l'avenir. C'est donc une démarche historique, une démarche inductive, qui vise à dégager des lois relatives, voilà, tirées de l'histoire. Ce n'est pas un déterminisme, hein, Maurras n'adhère pas à un sens de l'histoire. Pour lui, l'histoire est plutôt un réservoir d'expériences, d'exemples, qui doit guider l'action du politique, mais il n'y a aucun déterminisme, il n'y a aucune loi qui conduirait les peuples, les États dans un sens unique, hein, qui serait une voie linéaire. Donc, Maurras, à la suite de l'application de sa doctrine de l'empirisme organisateur, sa méthode, conclut à la monarchie sans en faire donc une nécessité universelle. La monarchie, pour lui, est valable pour la France. Elle est consubstantielle à la France, en quelque sorte. C'est pas forcément un modèle exportable, universel. Maurras s'est toujours aussi méfié, c'est aussi une autre conséquence de l'empirisme organisateur, de toute essentialisation des questions politiques ou géopolitiques. Voilà, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une conférence de quelqu'un d'assez proche de l'Action française pourtant, mais qui analysait un peu les rapports historiques entre les États européens et qui, à mon sens, les essentialisait trop. Vous voyez, par exemple, Maurras, dans un livre qui s'appelle « Quel est Angers ?», à la fin du XIXe siècle, explique que la France, elle doit avoir une politique étrangère, elle doit défendre ses intérêts. Et la défense de ses intérêts peut l'amener à s'allier, pourquoi pas, à l'Angleterre, ou même à l'Allemagne. D'ailleurs, dans le contexte où Maurras écrit, c'est assez curieux, hein, parce qu'en plus, Maurras était assez germanophobe, donc on ne s'attend pas à ce qu'il donne ce genre de directive. Mais, vous voyez, il n'y a pas d'absolu en histoire, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme absolu, et les alliances sont réversibles. Hein, on parlait de l'Ancien Régime, et on pourrait parler de renversement des alliances aussi au XVIIIe siècle, où la France était... Les Habsbourg, c'était l'ennemi, l'Autriche, c'était l'ennemi, et puis la monarchie a eu la prescience de voir que la puissance montante en Europe, ça allait être la Prusse, que l'ennemi de demain, ça allait être la Prusse, et effectivement, c'est la Prusse qui va faire l'unité allemande, c'est la Prusse qui va nous vaincre justement au XIXe siècle, et qui va être à l'origine de l'Empire allemand. Donc le roi, justement, par son indépendance, a été capable d'aller contre l'opinion, et de retourner son système d'alliance. Voilà. Donc pas d'absolu dans l'empirisme organisateur. Et puis la doctrine de la monarchie, Maurras, sa monarchie finalement telle qu'il l'envisage, il l'a définie dans une formule qu'on appelle le quadrilatère maurassien, puisqu'il y a 4 adjectifs. C'est une monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée. En fait, tout est dans cette formule. Traditionnelle, parce que la monarchie nous rattache au passé, donc il ne s'agit pas d'inventer une monarchie, c'est un lien entre le passé et l'avenir, donc on reçoit un héritage. Héréditaire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en préambule, le bienfait c'est pas la monocratie qui intéresse Maurras, hein, le bienfait des institutions monarchiques pour Maurras vient de l'indépendance procurée au roi par sa naissance, par le fait qu'il ne tient pas son pouvoir d'un parti, d'une clique quelconque. Donc c'est bien une monarchie héréditaire. Anti-parlementaire, alors c'est peut-être l'adjectif qui est le plus lié au contexte. Maurras écrit sous la Troisième République, les gouvernements changent parfois tous les 2 ou 3 mois, il y a une grande instabilité, et Maurras critique beaucoup le régime parlementaire. Et décentralisé, et là il faut faire le lien entre les deux d'ailleurs, parce que la République a donné des droits politiques, mais ces droits politiques finalement n'aboutissent à rien, puisque le pouvoir est confisqué par des partis, est confisqué par des lobbies, qui justement s'exprime dans le parlementarisme, alors que Maurras, lui, qui a parmi ses maîtres, hein, j'ai cité tout à l'heure, Maurras citait lui-même Renan, Taine, Comte, Fustel de Coulanges, parmi ses maîtres, il y a aussi Pierre-Joseph Proudhon, et également Frédéric Mistral. Et Maurras a pensé à la décentralisation contre le jacobinisme, la nécessité de rendre
à ce qu'il appelle le pays réel, son vrai pouvoir, sa vraie autonomie, hein, c'est-à-dire au peuple, bien avant de penser la monarchie. C'est intéressant de comprendre ce raisonnement de Maurras. Il a d'abord pensé la décentralisation, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir tel qu'il est conçu dans la République jacobine est finalement un dessaisissement. Donc il a pensé, lui, la décentralisation, et ensuite il a envisagé la monarchie comme étant le moyen de la décentralisation. C'est-à-dire une autorité suffisamment forte, suffisamment indépendante au sommet de l'État pour décentraliser. La condition de la décentralisation aux yeux de Maurras, il expliquait à ses contradicteurs républicains que la République ne pouvait pas décentraliser parce qu'elle avait besoin de contrôler l'opinion. Le roi est suffisamment indépendant de l'opinion pour pouvoir décentraliser et pour pouvoir lui-même concentrer son autorité sur les fameuses fonctions régaliennes et notamment la justice dont Marion Sigaud parlait tout à l'heure. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu. Les mérites de cette doctrine, c'était ma deuxième grande partie. Le premier mérite, c'est un mérite politique. Maurras nous montre qu'il y a une formule française de l'ordre, encore une fois, qui n'est pas forcément la même pour tous les peuples, et que cette formule, c'est la monarchie traditionnelle, puisque c'est cette institution qui a, au fil des siècles, forgé la France, qui n'était pas une nécessité ni ethnique ni géographique. Elle n'est pas une nécessité ethnique parce que la France, bien sûr, il y a la composante celtique, mais bien sûr les Romains sont venus aussi, et puis il y a eu les invasions germaniques avec les Francs, donc c'est un composé, comme dit Jacques Bainville. Et puis les frontières naturelles, ça c'est un mythe républicain, les frontières naturelles, hein. Le Rhône a été une frontière, la Loire aurait pu être une frontière, en réalité il n'y a pas de frontières naturelles, il n'y a que les pays qui sont des îles qui ont des frontières naturelles, voilà. Ça n'existe pas. Un cours d'eau, un relief, n'importe lequel peut être une frontière naturelle. Donc en réalité ce qui a fait la France, ce ne sont ni les frontières naturelles, ni une homogénéité ethnique quelconque qui n'a jamais existé, mais c'est la continuité de l'État monarchique pendant des siècles qui a agrégé au petit domaine royal de départ un certain nombre de provinces. Voilà. Et qui a ensuite établi, comme le montre bien l'historien François Bluch, sur cette agrégation de territoires, une même souveraineté. C'est-à-dire qu'au départ, le roi est suzerain, il est le seigneur des seigneurs, et puis progressivement, il va devenir souverain, comme Marion Sigaud le montrait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va mettre de côté les féodaux, mettre de côté les seigneurs pour établir une vraie souveraineté qui est à l'origine de l'État moderne, et comme elle l'a très bien montré aussi finalement, à l'origine de l'État de droit. C'est ce qui est assez intéressant. Ce n'est pas la République qui a fait l'État de droit en France. Deuxième mérite, le mérite identitaire, je dirais. On parle beaucoup d'identité aujourd'hui. Finalement, l'avantage de la conception que se fait Maurras de la nation, c'est que c'est une conception qui n'est pas racialiste, donc qui n'a rien à voir avec le nationalisme allemand, par exemple, qui est un pan-germanisme, où il s'agit de rassembler le peuple allemand qui au départ, c'est que l'Allemagne est un État récent, hein. L'Allemagne fait son unité au XIXe siècle seulement, comme l'Italie. Et donc, forcément, le nationalisme allemand est un pan-germanisme, c'est-à-dire qu'il s'agit de rassembler dans un même État les gens qui sont de même ethnie et de même langue. Voilà. Et la France, c'est pas du tout ça, comme je viens de vous le montrer. Donc, le nationalisme tel que nous le concevons, nous, c'est un nationalisme qui n'a rien à voir avec le racialisme. Et c'est aussi un nationalisme et une conception de la nation qui n'a rien à voir avec on va dire, le contractualisme républicain, ou l'idée que certains républicains, en tout cas, je fais des nuances, se font de la nationalité, c'est-à-dire une pure adhésion individuelle, voyez, abstraite. Vous êtes français parce que vous pouvez adhérer à la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité, puis vous êtes français parce que vous apprenez par cœur la Marseillaise, et puis surtout voilà, parce que vous avez des papiers. Ça, c'est une conception abstraite, purement juridique, qui est malheureusement la conception républicaine aujourd'hui, la seule, hein, parce que je vous disais, les frontières naturelles, c'était un peu une conception républicaine à un moment donné, pour essayer de nier l'importance de la monarchie dans la construction de la France, et de l'Église aussi d'ailleurs, de prétendre qu'il y avait finalement une naturalité de la France, donc on n'avait besoin ni du roi ni de l'Église.
Ça, c'était un mythe. Voilà, nos ancêtres les Gaulois, c'est pareil, hein, c'est un mythe républicain. Parce que la France, c'est pas la Gaule. Hein, vous savez que la Gaule, ça dépassait largement le cadre de la France. L'Italie du Nord faisait partie de la Gaule, hein, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc, ce contractualisme juridique, cette abstraction qui aujourd'hui permet de dire qu'on est français parce qu'on arrive sur le territoire français, on devient français automatiquement, ça n'est pas non plus notre conception. Vous voyez, l'avantage de la conception maurassienne, et conception historique, c'est qu'elle est une conception relativement équilibrée entre l'abstraction qu'est la conception aujourd'hui et qui a cours dans la République française, et la conception ethnique, finalement, qui n'a pas grand intérêt et qui n'a aucun rapport avec notre tradition nationale. Troisième mérite, le mérite philosophique. Maurras ne fait pas de la nation un absolu, c'est intéressant aussi. Souvent, on a mal interprété sa formule du nationalisme intégral. Quand il parle de nationalisme intégral, il désigne la monarchie. Je vous mets au défi de trouver un texte de Maurras dans lequel il emploie l'expression nationalisme intégral pour désigner autre chose que la monarchie. Autrement dit, l'adjectif intégral ne qualifie pas l'intensité du nationalisme. Ça veut simplement dire que la monarchie correspond intégralement à ce que demande le nationalisme. Donc ça ne porte pas sur l'intensité du nationalisme. Ce n'est pas un nationalisme absolu. Et il est intéressant de remarquer que pour Maurras, la nation est une forme politique. Il s'en explique très bien dans un texte qui s'appelle La politique naturelle, avant-propos à Mes idées politiques, le texte s'appelle Mes idées politiques, où il explique très bien que la seule chose qui soit un absolu en politique, c'est la nature sociale de l'homme. L'homme est un animal social, il est fait pour vivre en société. Alors, il le démontre par le petit homme qui ne peut pas survivre sans la cellule de base qui est la famille. Si ses parents ne sont pas là pour le nourrir, pour le vêtir, il meurt. Hein. Il n'a pas suffisamment d'instinct, comme beaucoup d'animaux hein, qui ont tellement d'instinct qu'ils peuvent quasiment vivre, être autonomes très tôt, hein, dès qu'ils naissent, peu s'en faut. Pour l'homme, c'est très différent. Donc l'homme est condamné, en quelque sorte, à être un animal social. Ça, c'est une loi d'airain. Mais la nation n'est pas une nécessité. Il y a eu d'autres formes d'organisation. Maurras prétend juste que c'est la forme d'organisation la meilleure dans le contexte présent. Voilà. Et il ajoute que la monarchie, dans le contexte présent et dans le contexte français, est l'institution qui garantira le mieux la nation. Vous voyez que Maurras est loin d'être quelqu'un qui ferait de la nation un absolu. En plus, il avait une conception de la civilisation qui pour lui était à la fois l'héritage gréco-latin et l'héritage chrétien. Pour lui, la civilisation, c'est, enfin, si on veut faire simple, et je pense qu'il serait d'accord, pour lui, la civilisation, c'est le catholicisme, en fait. Pour Maurras, c'est le catholicisme et la latinité, en fait, la civilisation. Et donc, c'est au-dessus de la nation. D'ailleurs, je vous donne un seul exemple. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Action française, qui est un mouvement vraiment nationaliste, hein, Léon Daudet dénonçait les traîtres, etc. L'AF a soutenu tous les gouvernements républicains pendant la Première Guerre mondiale, y compris Clémenceau, qui était un ennemi politique d'avant-guerre. Vraiment, l'AF l'a soutenu. Et bien, malgré ça, l'Action française défendait la position du pape de l'époque, Benoît XV, qui voulait se placer en arbitre, qui voulait se placer au-dessus du conflit. Et beaucoup de nationalistes, dans tous les camps, d'ailleurs, ne comprenaient pas cette position. Hein. Eh bien, Maurras, l'Action française défendait cette position. On considérait que c'était normal, que c'était légitime, que le pape ne prenne pas parti, finalement. Vous voyez, c'est assez intéressant aussi. Alors, je termine en parlant d'aujourd'hui, de l'intérêt que cette doctrine présente aujourd'hui. Alors, certes, le contexte a changé, notamment parce que Maurras, il y a un terme, une opposition chez lui qui est très importante, c'est pays réel, pays légal. Maurras parlait en un temps où on pouvait effectivement opposer assez facilement un pays réel et un pays légal. C'est-à-dire, j'explique ce que Maurras entend par là. Le pays réel, pour lui, c'était la France issue de l'histoire. La France des clochers, la France des traditions, la France finalement du bien vivre, etc. Le mode de vie, les traditions qui se perpétuaient dans les familles. Ça, c'est le pays réel. La France qui travaille, la France qui vit, enfin, il y a beaucoup de définitions différentes du pays réel chez Maurras, mais finalement c'est ça, c'est la France construite par l'histoire, les familles françaises. Et puis le pays légal, ben, c'est la République pour Maurras finalement. Et plus que la République, c'est l'idéologie républicaine, c'est-à-dire c'est cette idéologie issue de la philosophie des Lumières qui a considéré que la France allait être son véhicule. Voilà, la France allait servir de véhicule, un peu comme à l'époque si on fait l'analogie avec l'Union soviétique.
hein, la Russie, véhicule du communisme, du bolchevisme, eh bien, voilà, la France véhicule de l'idéologie des Lumières, de l'idéologie des droits de l'homme. On voit bien que c'est aujourd'hui ce qui intéresse essentiellement la classe politique quand ils parlent de la France. Hein. Donc c'est ça le pays légal pour Maurras. Et puis les institutions qui défendent cette idéologie. Alors à l'époque, la fracture entre les deux est très nette. Et puis voilà, c'est très clair. 1905, vous voyez, quand l'État républicain s'en prend à l'Église, la France est vraiment partagée en deux. Il y a vraiment une forte... le pays réel se défend. Voilà. Ce qui s'est produit entre cette époque-là et la nôtre, finalement, c'est pas tellement le système républicain, l'école républicaine. C'est vrai que l'école républicaine a voulu déraciner les Français, notamment par rapport aux provinces, par rapport aux traditions locales, et puis aussi par rapport à l'Église. Hein. Il fallait sortir de l'esprit des Français tout ce qui pouvait rappeler l'Ancien Régime, c'est-à-dire principalement par les provinces et par l'Église. Mais ce qui a vraiment réussi à mettre à bas le pays réel, c'est beaucoup plus la société de consommation, l'américanisation, la standardisation des comportements, des modes de vie, disons, qui caractérisent l'évolution du capitalisme d'après la Seconde Guerre mondiale, que l'école républicaine. L'école républicaine, elle a échoué finalement dans son entreprise de déracinement, on pourrait dire. La République, elle a échoué à étouffer le pays réel. Mais le consumérisme, lui, il a assez bien réussi, malheureusement. Et donc on a l'impression que le pays réel n'existe plus. Vous voyez, la France traditionnelle, on se demande où elle est. Encore que, il me semble que quand on voit le mouvement, par exemple, qui a été suscité là, par la loi Taubira, on voit que finalement, l'opinion française, catholique, traditionnelle, existe. Certes, elle n'est plus majoritaire, vous voyez, c'est plus une majorité silencieuse comme avant, mais c'est devenu une minorité active qui est là, qui se fait entendre. Donc on peut réfléchir. Et puis le pays réel, ça n'est quand même pas que la France traditionnelle, catholique, etc. Sinon, alors, avec la bourgeoisie catholique qui représente le pays réel, Maurras n'a jamais pensé ça. Hein. Il y a aussi le peuple, vraiment le peuple au sens large. Et là, je vais un peu sur le terrain d'Alain Soral, parce qu'il me semble que ce que George Orwell appelle la décence commune, ce qui caractériserait le peuple, finalement, en tant que tel, hein, c'est-à-dire le fait que, étant moins près des valeurs d'argent, eh bien, il garde un sens de la solidarité, de l'altruisme, etc. Il me semble que ça existe aussi. C'est-à-dire qu'on a un peuple du travail qui est respectable, qui est sain, et on a également, on le voit à travers ces manifestations là, qui durent depuis des mois, une bourgeoisie finalement catholique qui n'est pas totalement détruite et qui n'a pas totalement disparu comme on aurait pu le croire. Donc finalement, cette fameuse droite des valeurs et cette fameuse gauche du travail existent, et on peut peut-être souhaiter qu'ils se rencontrent. Voilà. Alors je dirais juste une dernière chose pour conclure. Il y a un autre point qui me semble faire l'actualité de Maurras, c'est un peu paradoxal, c'est finalement ce qui était son talon d'Achille quand il était vivant. Maurras était agnostique. C'est-à-dire que Maurras avait perdu la foi. C'est quelqu'un qui a conclu à la monarchie, comme je vous l'ai montré, hein, pas du tout par adhésion au droit divin, hein, mais parce qu'il a étudié l'histoire, il a lu des gens comme Taine, comme Renan, comme Fustel de Coulanges, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui a défendu l'Église catholique comme le temple des définitions du devoir, disait-il. L'Église de l'ordre aussi. C'était pas du tout une instrumentalisation de l'Église, hein, contrairement à ce que certains ont pu dire. Maurras avait vraiment un profond respect pour l'autorité même ecclésiastique, ce que je vous disais à propos du pape Benoît XV. Il ne s'agissait pas de se substituer à elle, hein, ou de parler en son nom, mais il la défendait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que son agnosticisme, donc c'était son talon d'Achille, parce que ses adversaires, évidemment, l'utilisaient contre lui, puisqu'on était à une époque, hein, dans la première moitié du XXe siècle, où il y avait encore, en gros, 50% des Français qui allaient à l'église tous les dimanches. Donc, ne pas être pratiquant, ne pas être un catholique pratiquant, et être à la tête d'un des principaux mouvements de la droite nationale. Je vous rappelle que l'Action française était un journal quotidien,
qu'elle était une ligue avec des fédérations et des sections de partout. Hein. À Lyon, le siège de la section était Place Bellecour, la plus grande place de la ville. Donc c'était un mouvement très important. Être à la tête d'un mouvement aussi important dont les cadres, dont les adhérents étaient très souvent catholiques et ne pas être soi-même un catholique fervent et pratiquant, c'était vraiment un talon d'Achille. Ça a été instrumentalisé contre lui, il y a eu la condamnation de 1926, levée ensuite en 1939, mais on voit bien que c'était un problème. Aujourd'hui, je trouve, quand on lit Maurras, quand on prend la peine de le lire, parce que souvent c'est un auteur que les gens connaissent de nom, on connaît de résumer aussi sa pensée, mais quand on prend la peine vraiment de le lire, on se rend compte que son combat finalement pour rechercher un ordre français du côté de la monarchie, du côté de l'Église, alors qu'il est lui-même très éloigné finalement à cause de cette perte de foi, c'est un parcours que chacun de nous peut faire finalement. Parce qu'aujourd'hui, bon voilà, il y a plus 50% des Français qui vont à la messe le dimanche, il doit y en avoir 1% ou 2%. Et donc ce parcours-là, c'est un parcours qui nous parle. Et je termine justement en disant que moi, il m'a beaucoup parlé, parce que je viens d'un milieu qui n'est pas un milieu ni royaliste ni catholique, plutôt des origines familiales protestantes, et protestants non pratiquants. Et je suis venu aussi vers l'Église catholique, j'ai réfléchi aux questions théologiques grâce à mon passage à l'Action française. Donc je pense que le Maurras, c'est aussi un moyen de renouer avec la civilisation française, au-delà de la monarchie et au-delà du politique. Enfin, je vous remercie.